Et si tout ce que vous voyez, touchez et qualifiez de réel n'était pas quelque chose que vous attirez, mais quelque chose que vous codez, ligne par ligne, à travers vos présupposés, vos émotions et vos convictions. Il ne s'agit pas d'une métaphore, il s'agit de mécanique, la mécanique de la conscience. Pour la plupart des gens, la vie semble être une succession d'événements aléatoires, de choses qui leur arrivent, de circonstances auxquelles ils réagissent, et d'opportunités qu'ils saisissent ou manquent. Mais si la structure entière de ce que nous appelons la réalité n'était pas du tout quelque chose d'externe, et si elle était le reflet d'un script interne que vous exécutez constamment, que vous en soyez conscient ou non. Neville Goddard a dit un jour, « La principale illusion de l'homme est sa conviction qu'il existe des causes autres que son propre état de conscience. C'est le point de départ. La réalité n'est pas construite à partir de la matière, elle est construite à partir de la perception. Une perception façonnée par les hypothèses que vous entretenez et les émotions que vous alimentez. Vous n'êtes pas ici pour courir après des résultats ou attirer des conséquences. Vous êtes ici pour devenir si intimement convaincu de l'état que vous désirez que le monde extérieur doive s'y conformer. Votre imagination n'est pas un lieu où fuir la vie. C'est le mécanisme par lequel la vie se façonne. L'écran de votre monde est un miroir, reflétant non seulement vos pensées, mais aussi vos convictions profondes. Les images que vous entretenez avec une certitude émotionnelle sont comme des lignes de code inscrites dans le tissu de l'expérience. Vous ne suppliez pas la vie de vous donner ce que vous voulez. Vous acceptez que cela soit déjà le cas, et la vie, tel un serviteur fidèle, se conforme à cette hypothèse. Il ne s'agit pas là de spéculation. C'est ainsi que la réalité fonctionne lorsque l'on ôte le masque des apparences. Vous supposez, vous ressentez, vous croyez, et ce que vous appelez le monde extérieur répond, non pas parce qu'il vous juge ou vous récompense, mais parce que c'est vous, projeté vers l'extérieur. Neville l'a dit clairement. Le monde est vous-même projeté hors de vous. Tout ce que vous voyez est votre conscience extériorisée. La question n'est pas de savoir si vous êtes en train de manifester quelque chose, car c'est une constante. La véritable question est plutôt, quelles sont les hypothèses que vous tenez pour acquises à l'heure actuelle, et comment ces présupposés ont-ils façonné la vie que vous considérez comme réelle? Si vous pouvez accepter, ne serait-ce que brièvement, que la réalité est un reflet de vous-même, et non quelque chose de distinct, alors vous avez déjà repris le contrôle créatif. Non pas par la force, non pas par l'effort, mais par la conscience. Car rien ne change tant que vous ne changez pas. Mais dès l'instant où vous changez, tout change. Si la réalité reflète vos suppositions, qu'êtes-vous en train d'affirmer inconsciemment en ce moment même? Consultez le commentaire épinglé. Il révèle une strate plus profonde pour vous aider à modifier consciemment le scénario. La réalité n'est qu'une construction mentale. La plupart des gens croient que la réalité était quelque chose de solide, de fixe, fait de béton et de lois, inaccessible à l'esprit. Mais c'est là l'une des plus grandes mécompréhensions de l'expérience humaine. Ce que nous appelons la réalité n'est pas une structure bâtie à partir de la matière. C'est une projection façonnée par celui qui la perçoit. Elle n'est pas objective. Elle est filtrée, sélectionnée, interprétée. Elle change en fonction de l'état de conscience à partir duquel elle est observée. Vous ne vivez pas dans un monde d'objets, mais dans un monde de présupposés qui se manifeste sous forme d'objets. Tout ce que vous rencontrez, chaque personne, chaque événement, chaque situation, porte le masque de votre état intérieur. Si votre sentiment dominant est le manque, la vie semblera s'en faire l'écho. Si vous vous complaisez constamment dans la présomption de l'abondance, des opportunités commenceront à se matérialiser là où il n'y avait auparavant que des obstacles. Ce n'est pas le monde qui décide, c'est vous. Neville affirmait, « La conscience est la seule et unique réalité, non pas au sens figuré, mais bien au sens propre. » Il ne s'agit pas là d'une idée spirituelle abstraite. Cela signifie que le fondement de votre expérience n'est pas la matière, mais l'esprit. La qualité de votre conscience est le plan directeur de votre monde entier. Considérez votre conscience comme un projecteur de diapositive. L'image qui y est insérée est celle qui apparaît à l'écran. L'écran lui-même, ce que vous appelez le monde, n'a aucun pouvoir de modifier ce qui est projeté. Il ne fait que refléter. Ainsi, lorsque vous tentez de changer votre vie en changeant les gens, en courant après le succès, en réorganisant les conditions extérieures, vous ne faites que réorganiser le reflet, et non la source. L'image à l'intérieur du projecteur demeure. Et ainsi, le schéma se répète. Un visage différent, la même dynamique. Plus d'argent, la même peur. Une nouvelle relation, la même dispute. Pourquoi? Parce que l'état d'être, le code intérieur, n'a jamais été modifié. À l'instant où vous prenez conscience de cette vérité, vous détenez la clé. Vous réalisez que vos hypothèses ne sont pas des réactions à la réalité, mais des instructions qui lui sont données. Chaque fois que vous dites « je n'obtiens jamais ce que je veux » ou « les choses finissent toujours par s'arranger pour moi », vous soumettez un code.
L'inconscient, indifférent à ce qui est bon ou mauvais, accepte simplement la commande et l'imprime sous une forme concrète. Maintenant, posez-vous ces questions. Que crois-je au sujet de l'argent, de l'amour, de la santé, de ce que je suis? Ces convictions soutiennent-elles la vie que je prétends vouloir, ou sont-elles en train d'écrire silencieusement un scénario que je suis las de vivre? Le miroir ne ment jamais, il ne fait que refléter. Lorsque vous modifiez votre état intérieur, votre conception de la vérité, le miroir n'a d'autre choix. Il doit vous montrer ce que vous êtes devenu, non pas ce que vous aspirez à être. Ce que vous êtes, et ce que vous êtes, à cet instant précis, est déterminé par les pensées que vous acceptez, les sentiments dans lesquels vous vous complaisez, et l'identité que vous endossez. Vous n'êtes pas ici pour observer le monde tel qu'il est. Vous êtes ici pour prendre conscience que le monde se plie à ce que vous vous imaginez être. Pendant des siècles, la science a décrit la réalité comme une machine, objective, externe, et insensible à l'observateur. Mais avec l'avènement de la physique quantique, cette image s'est fissurée. Au niveau subatomique, les règles changent. Le monde ne se comporte plus comme une structure figée. Il se comporte comme une suggestion. Et à l'instant même où on l'observe, cette suggestion se transforme en un choix. L'expérience des fentes de Young est l'une des découvertes les plus révélatrices de la science moderne. Lorsque les particules ne sont pas observées, elles se comportent comme des ondes. Elles se dispersent, existent dans de multiples possibilités. Mais lorsque ces mêmes particules sont observées, elles se réduisent à un seul emplacement. Elles se comportent alors comme des particules. En d'autres termes, l'acte d'observation modifie ce qui est observé. L'observateur n'est pas séparé de l'expérience. L'observateur fait partie intégrante du résultat. Il ne s'agit pas là d'une idée philosophique, mais d'un effet mesurable. Qu'est-ce que cela implique pour votre vie? Cela signifie que votre attention est créatrice, et ce, pas seulement d'un point de vue émotionnel ou métaphorique, mais bel et bien scientifique. L'endroit où vous focalisez votre attention, et les hypothèses que vous émettez lorsque vous observez, façonnent ce qui se matérialise. Vous ne contemplez pas une réalité achevée. Vous réduisez une infinité de possibilités à une expérience particulière, en fonction de ce que vous croyez être vrai. Neville Goddard disait « Changez votre conception de vous-même et vous changerez automatiquement le monde dans lequel vous vivez ». Il ne s'agit pas là de mysticisme, mais bien de physique quantique. Si la conscience amène la réalité à prendre forme, alors votre conception de vous-même détermine la forme que cette réalité prend. Considérez maintenant ceci. Si vous percevez la vie à travers le prisme de la pénurie, de l'échec ou de la peur, c'est à partir de cette fréquence que vous observez. Vous réduisez inconsciemment les probabilités en un schéma qui correspond à votre état intérieur. Non pas parce que la vie est contre vous, mais parce que la vie est neutre. Elle reflète l'observateur. Elle devient ce que vous présumez. C'est pourquoi il ne suffit pas d'aspirer à une vie meilleure tout en se sentant indigne. On ne peut pas contempler l'abondance depuis un état de manque et s'attendre à un résultat différent. À l'instant où vous ressentez la réalité de votre souhait exaucé, vous devenez l'observateur qui le voit. Et par cette observation, la réalité se plie. La physique quantique est en train de rattraper ce que les mystiques et les enseignants comme Neville ont déclaré depuis longtemps. La réalité n'existe pas indépendamment de la conscience. Vos pensées et vos sentiments ne sont pas des réactions à la réalité, mais des instructions auxquelles elle obéit. Bien avant que la physique quantique ne mette des mots sur l'effet observateur, d'anciens systèmes spirituels décrivaient déjà le monde comme une illusion, un reflet, et non une cause. Les sages de l'Inde parlaient de Maya, la grande illusion, déclarant que le monde de la forme n'est pas la source de la vérité, mais son ombre. Dans les Upanishads, on trouve l'expression « Tattvamasi », tu es cela. L'implication est directe. Le soi n'est pas séparé du tout. L'observateur et l'univers ne font qu'un. Dans la philosophie bouddhiste, la forme est vide, et le vide est forme. Ce qui apparaît comme solide et fixe n'est qu'un instant, façonné par l'esprit, sujet au changement dès que le percepteur change. Les enseignements hermétiques stipulent « ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur ». Ce n'est pas poétique, c'est pédagogique. C'est un modèle pour la création. Ce que vous entretenez au sein de votre conscience doit se répercuter vers l'extérieur. Il ne peut en être autrement. Même le christianisme gnostique exprimait cette même vérité dans un langage caché. Le royaume des cieux, disait Jésus, ne vient pas avec des signes qui s'observent. Le royaume est en vous. Le monde extérieur n'a jamais été le véritable champ de bataille. La véritable transformation se produit à l'intérieur. Et une fois que cela se produit, les conditions extérieures s'alignent. Non pas comme un miracle, mais comme une loi. Neville Goddard avait une compréhension profonde de cette unité qui transcende les enseignements. Il a écrit un jour « Il n'y a pas de fiction. Toute chose existe dans l'imagination humaine.
Cette seule affirmation dissout des siècles de superstitions entourant les dieux extérieurs, les récompenses cosmiques et les issues fortuites. Il n'y a pas de fiction parce que tout ce que vous pouvez imaginer existe déjà en puissance. Vous n'êtes pas ici pour mériter vos désirs, vous êtes ici pour vous éveiller à votre rôle d'auteur. Tout au long de ces sentiers antiques, un fil conducteur se dégage sans équivoque. La conscience est à l'origine de tout. Le monde que vous percevez n'est qu'un symbole, le reflet d'une configuration intérieure. Vos dialogues intérieurs, vos convictions silencieuses, vos présupposés émotionnels profonds, tout cela constitue des rituels plus puissants que n'importe quelle pratique extérieure. Et chaque tradition qui a touché le cœur de la réalité pointait dans la même direction. Regardez en vous. Le monde ne vous montre pas la vérité. Il vous montre vous-même. Pas le moi superficiel, pas le masque, mais le moi profond, celui qui s'exprime à travers le sentiment et la présomption. Lorsque les Upanishads proclament « tout ceci est Brahman », elles ne parlent pas d'une divinité lointaine, mais de la vérité que tout émane d'une seule source, la conscience. Et vous êtes cela. Il ne s'agit pas d'un idéal poétique, mais bien d'une fonction. Le monde matériel n'est pas le siège de la cause, mais celui où l'on observe les faits. Le véritable travail, le travail créatif, se produit dans le silence de votre être. La question n'est plus « que dois-je faire ?», mais « qu'est-ce que j'accepte comme vérité en moi-même ?» Car c'est cela que le monde vous révélera. Aujourd'hui, même les esprits scientifiques et philosophiques les plus pointus commencent à avancer ce que les mystiques suggèrent depuis longtemps, que ce monde pourrait être une simulation. Non pas au sens de la science-fiction avec ses ordinateurs artificiels et ses pixels, mais au sens plus profond d'une réalité qui se comporte comme un système réactif, régi non par des événements aléatoires, mais par des codes, des entrées et une rétroaction intelligente. Dans ce modèle, la croyance n'est pas qu'une simple attitude, c'est le code. Vos présupposés deviennent des commandes, et le monde agit comme une interface vivante qui répond à ces commandes. L'hypothèse de la simulation de Nick Bostrom avance que si une civilisation progresse suffisamment pour simuler la conscience, alors la probabilité que nous soyons déjà à l'intérieur d'une telle simulation devient quasi certaine. Cela peut sembler tiré par les cheveux, jusqu'à ce que l'on réalise que cela correspond étroitement à la prémisse fondamentale de Neville, que le monde n'est ni solide ni fixe, mais plutôt onirique, flexible et régi par la conscience qui l'expérimente. Neville disait « Le drame de la vie est d'ordre psychologique, et il est entièrement écrit et produit par vos suppositions. Dans ce cadre, l'ego n'est rien de plus qu'un avatar, l'identité programmée qui joue le jeu de la séparation. Il croit qu'il n'est que le corps, que le nom, que le titre professionnel, le traumatisme, la personnalité. Mais cette identité limitée n'est pas celle qui effectue le codage. Le véritable soi est l'observateur derrière le script, la conscience qui choisit l'état à occuper et, par ce choix, la version de la réalité à restituer. Dans un monde simulé, celui qui écrit le code contrôle l'expérience. Le problème survient lorsque nous confondons le personnage avec le codeur. Quand vous oubliez que vous êtes la conscience elle-même, vous commencez à réagir à la simulation au lieu de la guider. Vous courez après les résultats, comparez votre parcours à celui des autres et supposez que la vie vous arrive. Mais en réalité, elle vous répond. Neville recourait souvent à l'analogie du rêve. Il affirmait que, tout comme on peut créer un monde et le peupler pendant un rêve, on peut également façonner la vie éveillée grâce au même pouvoir imaginatif. L'ego résiste à cette vérité car il prospère grâce au contrôle par la limitation. Il vous assène « tu ne peux pas avoir ça » ou « tu dois travailler plus dur » ou encore « tu n'en es pas encore digne ». Mais le soi qui se cache derrière l'ego, la conscience qui observe silencieusement tout cela, ne connaît aucune limite. Il ne croit qu'à ce qu'il accepte. Considérez le monde non pas comme un lieu où vous êtes piégé, mais comme un écran qui réagit à des choix internes. La qualité de votre postulat devient la qualité de votre simulation. Si vous partez du principe que vous n'êtes pas désiré, le monde reflète le rejet. Si vous partez du principe que vous êtes choisi, le monde reflète la confirmation. L'ego tente de manipuler les effets. Le moi profond reprogramme les causes. Et lorsque vous commencez à percevoir la boucle, à observer comment le scénario reflète votre dialogue intérieur, vous ne faites plus simplement l'expérience de la simulation. Vous êtes éveillé à l'intérieur de celle-ci. Et cela change absolument tout. Ces dernières années, des voix issues de domaines autrefois considérés comme purement rationnels et empiriques ont commencé à faire écho à la même vérité fondamentale. La réalité pourrait bien ne pas être ce qu'elle paraît. Des philosophes comme Nick Bostrom soutiennent que la probabilité que nous vivions dans une réalité de base est extrêmement faible. Si ne serait-ce qu'une civilisation avancée est capable de simuler des êtres conscients indiscernables des êtres biologiques, les probabilités basculent. Il devient alors beaucoup plus probable que ce que nous vivons soit déjà une simulation.
Elon Musk a déclaré que les probabilités que nous ne vivions pas dans une simulation sont de 1 sur des milliards. Il ne s'agit pas là de spéculation oiseuse, mais de la reconnaissance du fait que le rythme des avancées technologiques, notamment dans les domaines de l'intelligence artificielle et de la réalité virtuelle, rend ce concept non seulement plausible, mais de plus en plus probable. Si les humains sont déjà capables de simuler des environnements entiers et des avatars réalistes, de quoi une civilisation des milliers d'années en avance serait-elle capable? Ces perspectives ne contredisent pas les enseignements spirituels, elles les renforcent. Neville Goddard enseignait que l'imagination crée la réalité, que les suppositions se mutent en faits concrets. Il n'avait nul besoin d'ordinateur ou de code quantique pour valider cette idée. Il la vivait. Mais aujourd'hui, la science est en train de le rattraper. L'idée même qu'un système puisse répondre à des données internes et que la conscience puisse façonner ce que le système produit n'est plus l'apanage du mysticisme. Elle émerge dans les laboratoires, les équations et les débats philosophiques. Ce chevauchement croissant entre la science et la spiritualité révèle quelque chose de puissant. Il suggère que vos convictions ne sont pas de simples pensées flottant dans votre esprit, mais des données d'entrée. L'inconscient fonctionne comme l'interface entre la conscience et ce que nous appelons le monde matériel. Ce que vous y imprimez de manière répétée, avec conviction et émotion, devient les paramètres de votre expérience. Les théories de la simulation, de l'intelligence artificielle et de l'informatique quantique ne sont plus des concepts abstraits. Elles convergent vers une même structure, celle que les sages et les mystiques ont décrite tout au long de l'histoire. Vous n'êtes pas séparé de la réalité. Vous êtes son code source en mouvement. Et cela modifie fondamentalement votre perception de votre propre vie. Non plus comme une succession d'accidents ou de conditions à supporter, mais comme un script modifiable, en attente de la clarté de votre postulat. Plus nous sondons la nature de l'existence, plus l'univers se révèle non pas comme un assemblage de parties distinctes, mais comme un champ unifié, où le tout est présent dans chaque fragment. David Bohm, l'un des physiciens théoriciens les plus respectés du XXe siècle, a avancé que l'univers fonctionne comme un hologramme. Dans un hologramme, chaque partie contient l'image du tout. Découpez-le en morceaux plus petits, et chacun conserve la totalité du motif, quoique dans une résolution moindre. Cette perspective remet en question l'hypothèse selon laquelle la réalité serait locale, distincte et linéaire. Elle suggère plutôt que tout est interconnecté et non local, ce qui signifie que des changements dans une partie peuvent se répercuter instantanément sur l'ensemble de la structure. Votre monde intérieur, vos pensées, vos sentiments, vos présupposés, n'est pas isolé. Il est tissé dans la trame plus vaste de la conscience. Votre évolution de conscience n'est pas une affaire privée. Elle affecte le champ entier de votre expérience. Il ne s'agit pas d'une métaphore poétique. C'est une vérité structurelle. Neville l'avait compris bien avant que la science ne trouve le langage pour l'exprimer. Il disait « Il n'y a personne à changer sinon soi-même ». Pourquoi? Parce que le monde est vous-même projeté à l'extérieur. Si la réalité est holographique, alors le plus infime changement au niveau de votre être se propage à l'ensemble. Modifier le schéma de pensée et le schéma extérieur doit nécessairement s'en faire l'écho. Cette idée s'inscrit également dans la nature fractale de l'existence. Dans les fractales, les mêmes motifs géométriques se répètent à différentes échelles, de la disposition des galaxies à la structure des neurones. Votre conscience fait partie de cet ordre récursif. Les croyances que vous entretenez forment des schémas, et ces schémas se reproduisent dans vos relations, vos finances, votre santé et votre conception de vous-même. Si le schéma n'est pas examiné, les expériences semblent se répéter sans raison apparente. Mais une fois que vous en reconnaissez la structure, vous acquérez la capacité de le modifier à la racine. Le monde n'est pas le fruit du hasard. C'est une conscience structurée. Vous n'êtes pas un simple spectateur dans un univers déconnecté. Vous êtes un nœud de conscience façonnant la fractale à chaque hypothèse que vous acceptez comme vérité. Il ne s'agit pas d'une existence passive. C'est un système de rétroaction vivant, où le tout réagit à la partie. Et à l'instant où la partie, le soi, s'éveille à cette vérité, le tout commence à se transformer. Non pas graduellement, mais par une loi immuable. Vos émotions ne sont pas des réactions à la vie, mais des instructions qui lui sont adressées. Chaque sentiment dans lequel vous vous complaisez agit comme une fréquence, un signal émis dans le champ de la conscience, attirant des expériences qui correspondent à sa tonalité. Vous ne vous contentez pas de penser votre monde, vous le ressentez, jusqu'à son existence. Neville Goddard disait « Le sentiment est le secret ». Il n'a pas dit la pensée, l'espoir ou le souhait, le sentiment. Parce que le sentiment est l'état d'être. C'est ce que le subconscient accepte comme vérité. Et une fois accepté, il commence à organiser la réalité extérieure pour qu'elle corresponde à la conviction intérieure. Imaginez la vie comme une boucle de rétroaction. Quel que soit l'état dans lequel vous vous trouvez, quelle que soit la tonalité émotionnelle que vous portez,
Elle vous revient sous la forme de circonstances, d'événements et de relations. Si vous vous sentez constamment anxieux, la vie vous apparaît incertaine et instable. Si vous vous complaisez dans la colère, vous remarquez davantage de choses auxquelles vous opposez et que vous ressentez. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des reflets. En revanche, lorsque vous entretenez la fréquence émotionnelle de la gratitude, de la paix ou de l'amour, non pas comme une performance, mais comme un véritable état intérieur, votre environnement commence à revêtir ses qualités. Les gens réagissent différemment. Les solutions apparaissent plus rapidement. Le monde devient plus coopératif, non pas parce qu'il a changé en premier, mais parce que vous l'avez fait. C'est la raison pour laquelle les tentatives de changer de vie, sans changer d'état d'esprit, sont si souvent décevantes. On essaie de forcer des résultats à partir d'une position émotionnelle inadéquate. On réclame l'abondance tout en se sentant indigne de celle-ci. On recherche l'amour tout en se sentant sans valeur. Et la boucle se perpétue, renforçant ainsi l'émotion même qu'il a engendrée. L'inconscient ne réagit pas uniquement aux mots, il réagit aux émotions. Il ne fait pas de distinction entre ce qui est réel et ce qui est imaginé avec intensité. Si vous parvenez à générer le sentiment d'être en sécurité, aimé ou prospère maintenant, quelles que soient les apparences, alors la réalité qui correspond à ce sentiment commence à prendre forme. Il n'a pas le choix. Ce n'est rien de personnel. C'est structurel. Un peu comme régler une radio. Si vous êtes sur la fréquence du manque, vous recevez le contenu de cette station. Si vous changez la molette, le contenu change. Non pas parce que la station s'est améliorée, mais parce que vous vous êtes déplacé vers une autre. Votre fréquence émotionnelle de base est votre fréquence personnelle. Elle donne le ton à votre expérience. La question n'est pas de savoir si vous émettez, mais plutôt sur quelle station vous êtes syntonisé et si vous êtes prêt à changer de fréquence, avant même que le monde ne vous en donne la permission. Car une fois que le sentiment change, la boucle commence à renvoyer quelque chose de nouveau. Non pas comme une récompense, mais comme un reflet. L'une des clés les plus négligées pour réécrire la simulation est la non-réaction. Pour maîtriser le jeu, il faut cesser de prendre l'écran pour argent comptant. La réalité ne vous présente pas des faits, mais des reflets. Lorsque vous réagissez émotionnellement à l'apparence des choses, vous renforcez le schéma même que vous souhaitez dissoudre. Neville Goddard parlait souvent du calme intérieur. Il savait que le pouvoir de modifier la réalité ne provient pas de l'effort ou de la résistance, mais d'une attention maîtrisée. Il disait « Soyez immobile et sachez que vous êtes. Pas devenir. Pas essayer. Sachez que vous êtes. » Cette immobilité n'est pas une faiblesse. C'est une maîtrise. C'est le refus d'accorder de l'énergie aux apparences qui contredisent l'état que vous désirez. La simulation fonctionne sur le principe de la rétroaction. Plus vous vous identifiez à ce qui se passe autour de vous, plus vous vous enfermez dans le même niveau d'expérience. Mais lorsque vous commencez à observer au lieu de réagir, lorsque vous vous en tenez à votre conviction intérieure, face à des preuves contraires, vous provoquez une reconfiguration de la structure. Tout comme un rêveur lucide, qui réalise que le rêve n'est pas réel et acquiert la capacité de le remodeler, vous pouvez vous aussi remodeler ce que vous voyez en restant fidèle à votre vision intérieure. La réaction est une identification au faux moi. Dès l'instant où vous vous laissez entraîner à défendre, à expliquer ou à combattre émotionnellement les circonstances, vous avez oublié votre rôle d'auteur. Vous ne codez plus, vous suivez le scénario de quelqu'un d'autre. La non-réaction n'est pas le déni, mais la reconnaissance. C'est dire, cette apparence n'est pas définitive. C'est un résidu de mon état antérieur, et je ne suis plus cela. En choisissant l'immobilité plutôt que la réaction, vous interrompez la boucle. Vous cessez d'alimenter ce qui ne vous appartient plus. Et dans cette pause, vous offrez à votre nouvel état l'espace nécessaire pour prendre forme. Non pas lentement, mais fidèlement. Car la réalité ne répond pas au bruit, mais à la certitude tranquille de celui qui sait qu'il est le rêveur, et non le rêve. L'esprit subconscient est l'architecte de votre monde. Non pas par la logique, ni par la seule intention consciente, mais par ce que vous acceptez profondément et constamment comme vérité. Il est impressionnable, réactif et totalement obéissant. Il n'évalue pas, il reçoit. Et ce qu'il reçoit le plus facilement, c'est le sentiment. Neville Goddard l'a affirmé sans l'ombre d'un doute. Le subconscient n'est pas sélectif, il est impersonnel. Il accepte ce qui y est imprimé, ou ce que vous croyez consciemment. C'est pourquoi, les affirmations prononcées sans conviction échouent souvent à produire un changement. Les mots sont peut-être justes, mais la charge émotionnelle qui les sous-tend contredit le message. Le subconscient écoute la tonalité sous-jacente à la phrase, et non la phrase elle-même. Si vous affirmez « je suis riche », mais que vous vous sentez anxieux et illégitime, le subconscient prend le sentiment comme point de repère, et non la simple affirmation. Il en résulte une vie qui reflète cette croyance cachée, et non le désir exprimé. C'est pourquoi la répétition seule ne suffit pas. Elle doit être imprégnée d'émotion, de conviction,
de toute l'expérience sensorielle de l'hypothèse devenue réalité. Des techniques telles que le CATS, un état similaire au sommeil, existent précisément pour cette raison. Dans cette zone floue et somnolente entre l'éveil et le sommeil, l'esprit conscient se relâche et le subconscient devient plus réceptif. C'est le moment idéal pour imprégner de nouvelles images, de nouvelles hypothèses, de nouvelles scènes. Mais même pendant la journée, vous êtes constamment en train de programmer. À travers vos conversations intérieures, vos réactions, vos dialogues imaginés et leur dénouement, vous ne cessez d'émettre des instructions. Rien dans votre monde extérieur ne peut prendre le pas sur une conviction que vous continuez à alimenter. Les circonstances peuvent changer temporairement, mais à moins que la supposition sous-jacente ne se modifie, l'ancien schéma reviendra. Programmer le subconscient, c'est assumer la responsabilité du régime émotionnel et imaginaire auquel vous vous soumettez. Que répétez-vous intérieurement? Quelles conclusions affirmez-vous, silencieusement et de manière cohérente? Le pouvoir ne réside ni dans le souhait, ni dans l'attente. Il réside dans la décision d'incarner une nouvelle hypothèse, si complètement, si naturellement, que le subconscient n'a aucune raison d'en douter. Il accepte, et une fois l'acceptation acquise, le monde se remodèle. Non pas parce qu'il a entendu vos paroles, mais parce qu'il a perçu votre sentiment. Le temps est une construction mentale. Le temps, tel que la plupart le conçoivent, apparaît linéaire. Un passé qui mène à un présent, et un présent qui se déploie vers un futur. Mais ce modèle ne correspond pas au fonctionnement de la conscience. Le temps, à la base, n'est pas un flux, c'est une structure, une méthode que l'esprit utilise pour organiser l'expérience. Ce n'est pas une force qui fait avancer la vie, mais une lentille mentale qui sélectionne des événements dans un vaste champ de potentialités. Neville Goddard affirmait « L'avenir doit devenir le présent dans l'imagination de celui qui souhaite consciemment et sagement créer les circonstances. » Cela signifie que ce que nous appelons l'avenir existe déjà. Non pas en tant que fatalité, mais en tant que possibilité. Il est déjà là, attendant d'être sélectionné. Et ce qui le sélectionne, ce n'est ni l'effort, ni le temps, ni l'action. Ce qui le sélectionne, c'est l'état d'être. Chaque version imaginable de votre vie existe déjà. Non pas dans un futur lointain, mais en tant que potentialité qui ne demande qu'à être observée. Lorsque vous adoptez un nouvel état, lorsque vous vous imprégnez du sentiment du souhait réalisé, vous n'attendez pas que quelque chose arrive. Vous entrez dans une ligne temporelle différente, une où cette hypothèse est déjà un fait accompli. C'est pourquoi le changement peut sembler soudain, non pas parce que la réalité a évolué graduellement, mais parce que la conscience s'est déplacée. L'ancien état s'est effondré, et un nouveau a pris sa place. Et avec lui sont venues de nouvelles expériences, de nouvelles personnes, de nouveaux résultats, en accord avec la nouvelle sélection. La conception linéaire du temps est utile pour la mesure, mais trompeuse pour la manifestation. Si vous considérez votre désir comme quelque chose de lointain, vous renforcez l'écart qui vous en sépare. Si vous le ressentez comme présent, vous annulez le délai. Le subconscient n'attend pas les aiguilles d'une montre. Il réagit à ce que vous acceptez maintenant. Vivre dans la faim, comme l'enseignait Neville, c'est s'affranchir du temps. Choisir son avenir de l'intérieur et le revendiquer maintenant, non pas comme une possibilité, mais comme un fait de conscience. Et la conscience, étant la seule réalité, fera en sorte qu'il en soit ainsi. Pour vivre délibérément, il faut cesser de réagir et commencer à choisir. Neville Goddard enseignait que votre réalité est façonnée non pas par l'effort, mais par la supposition. Ce que vous acceptez comme vrai, en particulier lorsque c'est profondément ressenti, est imprimé sur le subconscient et extériorisé sous forme d'expérience. La clé n'est pas de combattre les apparences, mais de remplacer l'état d'où elles émanent. Chaque matin, décidez qui vous êtes. Non pas qui vous espérez devenir, mais qui vous êtes à présent. Laissez cette postulation guider votre dialogue intérieur, votre tonalité émotionnelle et votre imagerie mentale. Adressez-vous à vous-même comme à celui qui a déjà atteint le résultat. Pensez à partir de cet état, et non pas en direction de celui-ci. Avant de sombrer dans le sommeil, entrez dans un état de somnolence et imaginez une scène brève qui sous-entend que votre souhait est exaucé. Ressentez-la comme réelle. Rendez-la banale. Laissez la scène se rejouer jusqu'à ce qu'elle vous paraisse naturelle. Puis laissez-vous glisser dans le sommeil, en sachant que vous avez émis l'ordre. Lorsque d'anciens schémas réapparaissent, ne réagissez pas. Identifiez-les plutôt comme les échos résiduels d'un état antérieur. Revenez paisiblement à la nouvelle perspective que vous avez adoptée. L'inconscient ne réagit pas à la force. Il réagit au sentiment d'être accepté comme un fait. La réalité se conforme, non pas quand vous vous efforcez, mais quand vous vous attardez sur la finalité avec conviction. C'est ainsi que vous programmez votre monde. Conclusion. C'est vous le codeur. Vous n'êtes pas ici pour courir après des résultats, supplier la réalité de changer, ou attendre une autorisation extérieure. C'est vous qui donnez l'ordre.
Vous êtes la source du script, l'observateur derrière l'apparence, le codeur au sein de la simulation. Tout ce que vous voyez est façonné par ce que vous croyez être. Et tout ce que vous présumez avec sentiment devient le monde que vous rencontrez. Neville Goddard établit clairement ce principe. Vous n'attirez pas ce que vous voulez. Vous attirez ce que vous êtes. Le monde répond non aux vœux passagers, mais aux présupposés stables, à l'identité intérieure à laquelle vous vous rapportez instant après instant. C'est le signal. C'est le code. Et la vie, sans résistance, le traduit en forme. C'est pourquoi rien ne change tant que vous n'agissez pas. Mais dès que vous le faites, tout change. Car le monde ne décide pas de votre destin. Vous le faites. Faites une pause et réfléchissez. Quel rôle jouez-vous sans le savoir? Quelle vérité vivez-vous, simplement parce que vous ne les avez jamais remises en question? Et qui seriez-vous, en ce moment même, si vous croyiez que cela vous appartenait déjà? Aucune instance extérieure ne détermine ce que vous pouvez posséder, faire ou devenir. Seule la conscience. Et votre conscience, ressentie, acceptée, assumée, est à l'origine de tout. L'écran de la vie ne se projette pas sur vous. Il se reflète en vous. Si ce message a résonné en vous, si un pan plus profond de votre être se sent prêt à transcender la superficialité et à se souvenir de ce que vous êtes déjà, alors vérifiez le commentaire épinglé. Ne le négligez pas. Il y a quelque chose là-bas, destiné à ceux qui ne se contentent plus d'attendre, à ceux qui ressentent l'appel à vivre d'un point de vue différent, d'ores et déjà. Car la réalité ne détient pas le pouvoir. Vous le faites.